Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast L'Iran décrypté, je suis Mahan Taraj. À travers des entretiens avec des experts et spécialistes de l'Iran, nous chercherons à décrypter les aspects politiques, géopolitiques et stratégiques liés à l'Iran. Que ce soit le rôle de l'Iran au Moyen-Orient, les mouvements de contestation dans le pays, la propagande orchestrée par le régime iranien, ou encore la place des femmes dans la révolution en cours. Bonne écoute à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, un témoignage. Un témoignage personnel, poignant, et vous l'entendrez, qui ne laisse pas indifférent. Celui d'Azadeh Alemi. Azadeh est une militante engagée dans la défense des droits humains pour l'Iran. Enfant, elle a connu l'une des prisons les plus redoutées du régime iranien, la prison d'Evin. Exilée en France, elle aurait pu tourner la page, mais elle a préféré faire de son histoire une force, un engagement, et poursuivre le combat pour un Iran libre et démocratique. Azadeh, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mahan, merci à toi de m'avoir invité pour ton podcast très très intéressant. Avant de parler de ton combat d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne au tout début, à ton enfance. Tu avais 6 ans quand tu as été emprisonnée avec ta mère dans la prison d'Evin. La prison d'Evin, pour ceux qui ne le savent pas, est une prison qui est située au nord de Téhéran. Elle a été construite sous le règne du Shah, à l'époque du Shah. Elle est sinistrement connue pour accueillir des dizaines de milliers de prisonniers politiques qui sont soumis aux pires tortures, d'abord sous la dictature monarchique, puis sous le régime des mollahs. Azadeh, tu avais donc, je disais, 6 ans lorsque tu as été emprisonnée avec ta maman à Evin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ta mère a-t-elle été arrêtée et pourquoi tu l'as suivie dans cette prison d'Evin? Alors, c'est vrai, j'étais à l'âge de 6 ans lorsque j'allais bientôt entrer en classe de CP. Ma mère a été arrêtée, mais pour une deuxième fois. Alors, pour que je vous raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, il faut que je revienne un peu en arrière, en fait, parce que ma mère, elle était arrêtée auparavant en 1981, une première fois par le régime de Khomeini. Elle a passé quelques années en prison. Ensuite, elle a été libérée 4 ans après. Et c'est à ce moment-là que, lorsqu'elle voulait quitter l'Iran, que, étant donné qu'elle était toujours recherchée ou écoutée, elle était sous écoute téléphonique, que donc elle a de nouveau été arrêtée. Mais cet été, l'été 1985, donc nous étions avec ma maman et ma grand-mère dans une petite maison dans la banlieue de Téhéran et qui appartenait à mon grand-père. Et puis on se préparait, on s'apprêtait à quitter l'Iran. Ma mère était en train de faire les préparatifs Donc de fuir clandestinement l'Iran, c'est ça? voilà, de quitter Ok. l'Iran. Mais donc ma mère venait d'être libérée 2 mois avant. C'était vraiment tout nouveau. Je retrouvais ma mère après quelques années d'éloignement. Et là, ce jour-là, on a sonné à la porte de chez nous et je vais ouvrir la porte et je vois 2 messieurs d'une quarantaine d'années, peut-être un peu moins, qui demandaient à voir ma mère. J'ai dit, ils m'ont dit, est-ce que ta mère est là? J'ai dit oui. Et j'ai vu que ma mère, en entendant la sonnette, elle a essayé de fuir dans la cour. Au fond de la cour, il y avait une espèce de petite cuisine. Euh, et et j'ai compris que il y a quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, quand ils sont rentrés, ils ont cherché un peu la maison. Ils ont bien sûr retrouvé ma maman, et ils voulaient emmener ma mère pour des questions, pour poser des questions, des interrogatoires. Ils ont dit, vous, ne vous inquiétez pas, ça sera que pour quelques questions. Ils m'ont pris avec elle. On a préparé un sac et on a été emmenés à la prison d'Evin ce jour-là. Et puis finalement, les interrogatoires ont duré 2 mois. Ah, d'accord. Donc c'était pas Voilà. juste un interrogatoire de quelques Non, pas du heures. tout. Ok. Pas Donc du tout. elle a été emprisonnée. Elle a été emprisonnée et c'est après 2 mois que je suis sortie de la prison
pour rejoindre ma grand-mère de nouveau à Téhéran, enfin chez elle. Et quel était son engagement politique à Alors, l'époque de ta maman ma mère était une opposante à la dictature du Shah et à Khomeini. Elle faisait partie de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, qui, dès le début de l'arrivée de Khomeini, se sont opposés à ce régime théocratique qui avait en quelque sorte dérobé la révolution au peuple iranien. Le peuple iranien, notamment mes parents, mes oncles, ils n'ont pas fait la révolution pour faire tomber la dictature monarchique pour retrouver une théocratie ensuite, quoi. Ils voulaient une démocratie, les libertés fondamentales pour eux-mêmes et pour le peuple iranien. Donc c'est à ce moment-là que euh, ma mère et mes deux oncles et une tante à moi, ils ont tous été arrêtés. Pour être plus précise, c'est après une grande manifestation pacifique en 1981, en juin 1981, auquel ont participé plus d'un demi-million de personnes à Téhéran. Et c'est après cette manifestation que le régime a commencé à tirer sur la foule et a fait un bain de sang, ensuite a arrêté énormément de personnes. Et c'est là où toute ma famille a été arrêtée. Ma mère a été condamnée euh, à plusieurs années d'emprisonnement. Mes deux oncles qui avaient 22 et 25 ans, accompagnés de ma belle-tante qui, pareil, avait 25 ans, ont été tous exécutés. arrêtée? Ah, arrêtée puis exécutée. Arrêtés puis exécutés. Oui, oui, ils ont été exécutés. À savoir que ma tante était enceinte de 5 mois lors de son exécution. Ma mère a eu cette chance de ne pas être exécutée et de survivre. Donc c'est pourquoi, pendant toute la durée de son emprisonnement, elle attendait d'être libérée pour pouvoir quitter l'Iran et ensuite rejoindre la résistance iranienne qui était à ce moment-là à l'étranger. Et donc pour continuer son combat en fait, Hmm. pas pour fuir l'Iran. Oui, parce Euh, que le combat le à l'intérieur combat du pays devenait impossible, pour ainsi Exactement. Tous dire, les opposants pour les opposants. étaient arrêtés Ouais. ou tués pour Oui, pouvoir, en fait, le régime voulait anéantir toutes sortes d'oppositions oui. à son régime. En particulier, Et en l'opposition de particulier, l'OMPI, qui était vraiment la bête noire, l'opposition principale au régime des exactement. Mollahs. Exactement. Et donc, elle a fait 4 ans d'emprisonnement, tu le disais, libérée et 2 mois après, Rebelote, arrêtée, rebelote, arrêté. comme voilà, retour en prison. Et cette fois-ci, tu as accompagné donc ta maman à Evin. Toi, en tant qu'enfant, que comprenais-tu de ce qui vous arrivait? Euh, Alors, tout de suite, lorsqu'on a été arrêté, ma mère a eu les yeux bandés. Dès son arrivée, enfin, dès le moment où nous sommes montés dans la voiture, ma mère avait les yeux bandés. Donc, dès que j'ai vu ses yeux bandés, je lui tenais la main parce que j'avais déjà vécu malheureusement cette même, oui, j'avais vécu cette même scène lorsque j'avais 3 ans avec ma grand-mère. Ma mère était déjà en prison et on avait arrêté ma grand-mère pour euh, essayer de savoir plus d'informations, où est mon papa, où est mon grand-père, qui étaient tous recherchés pour être arrêtés. Et donc, cette scène, je la connaissais. Euh, je lui tenais la main jusqu'à ce qu'on arrive à la prison d'Ébine. C'était très loin. En fait, il y a un long trajet à faire pour arriver à la prison d'Ébine. Et nous sommes montés plusieurs étages, je me rappelle. Nous sommes arrivés à un étage, peut-être deuxième étage, je me rappelle pas très bien. Et ensuite, nous avons été dirigés dans un couloir. Et je me rappelle que ce jour-là,
j'ai assisté à cette scène où je voyais des deux côtés de ce couloir des hommes et des femmes qui étaient accroupis sur le sol. Accroupis, quand je dis, c'est-à-dire ils avaient ils étaient assis et ils avaient les yeux, enfin la tête posée sur leurs genoux avec les mains. Ils tenaient leurs genoux avec les mains et ils avaient tous une assiette de plats euh, à côté de leurs pieds, posée à côté d'eux. Et nous avons avancé cette couloir et moi je regardais à ma gauche, à ma droite et je voyais cette scène. C'était quand même euh, Terrifiant, j'imagine, pour une terrifiant enfant de pour 6 ans. moi. Oui, Hmm. oui. Euh, Finalement, on arrive dans cette pièce où on allait interroger ma mère pour la première fois. Et c'est là où j'ai assisté en quelque sorte aux premiers interrogatoires de ma mère. En même temps, il y avait un interrogateur qui m'interrogeait moi et d'autres qui interrogeaient ma mère avec deux bureaux distincts. Celui qui m'interrogeait, il me posait des questions du genre est-ce que vous aimez le guide suprême Imam Khomeini? Est-ce que ta mère ou ton père le soutiennent? Est-ce ils adhèrent au À comment dire à l'idéologie. l'idéologie de Imam Khomeini, on l'appelait comme ça à l'époque. Et moi, je disais oui, bien sûr, parce que je savais qu'il ne faut pas dire la vérité. Hmm. Il fallait jamais dire la vérité à ce genre de bourreau. Et donc, et il disait, alors pourquoi ta mère est là? J'ai dit, je ne sais pas, vous l'avez emmenée de force, je ne sais pas pourquoi elle est là. Et en même temps, je me rappelle, ma mère était en train d'être questionnée et à un moment donné, étant donné que j'avais l'œil sur elle sans cesse, j'avais peur pour elle, pas pour moi, parce que je savais qu'elle allait endurer encore et encore des séances de torture. Je remarque que l'interrogateur se lève, il prend son stylo et commence à taper sur sa tête en lui disant, en lui martelant que l'encre de ta libération n'est pas encore sèche et que tu es de retour en prison. Quand j'ai vu cette scène, j'ai eu très peur parce que je voyais les premières brutalités envers ma mère, ce qui m'a énormément fait mal Oui. sur le coup. Finalement, on a quitté cette pièce euh, après les interrogatoires de ma mère. Et puis, on nous a emmenés, c'est une femme après qui nous a emmenés vers cette cellule d'isolement que, dans laquelle nous devions rester pendant une durée indéterminée. Nous savions pas combien de temps nous allions rester là. Et lorsque la porte a été ouverte, la première chose que j'ai vue, c'était une pièce sombre, froide, euh, avec très peu de lumière, parce qu'il y avait une toute petite fenêtre tout en haut de la cellule auquel on n'avait aucun accès. Et puis, Donc tu étais seule avec ta maman dans cette oui, oui, cellule? oui. Et j'ai remarqué qu'il y avait rien dans cette cellule qui était entièrement bétonnée. Le sol, il y avait rien, c'était du béton. On nous avait laissé deux couvertures sales qui étaient là pour nous deux. Et on est rentré là et dès les premiers instants, ma mère a essayé de faire en sorte que je n'ai pas peur, voilà, elle a commencé à installer la couverture, elle l'a posée par terre, elle l'a étalée par terre, et puis ensuite nous nous sommes assises, et puis elle m'a pris dans ses bras, elle a commencé à me parler, tout va bien, Oui. Te ne réconforter. t'inquiète Mm. pas, voilà, Mm. tout pour me réconforter et me dire que il ne faut pas t'inquiéter, que bientôt on va venir te chercher. Tu vas aller rejoindre ta grand-mère. Et, et finalement, je suis restée 2 mois avec elle dans cette cellule d'isolement. Mais voilà, je n'avais aucune idée de la durée. Enfin, moi, je pensais que c'était peut-être quelques semaines. Je sais pas, je savais pas Oui, exactement. tu avais perdu la notion du temps. Oui, oui. Mm. Et c'est plus tard, quelques années après, quand ma mère m'a raconté un peu, elle m'a dit non, c'était 2 mois. Ce séjour a duré 2 mois pour toi.
Je pense que durant toute la durée de l'emprisonnement de ma mère, c'était les moments les plus difficiles pour elle, les moments où j'étais avec elle, parce que aucune mère n'a envie de voir sa fille enfermée avec elle. Au moins, si j'étais à l'extérieur, elle ne s'inquiétait pas pour moi parce que je mangeais pas correctement. J'étais une enfant, je devais sortir, je devais jouer, je devais faire des activités et j'étais enfermée avec elle. Donc, je pense que cette période était quand même assez difficile pour elle aussi à supporter, à côté de tout ce qu'on devait endurer également quant aux séances de torture qu'elle devait subir toutes les nuits. Je me rappelle que euh, toutes les nuits, au moment où je commençais à m'endormir dans les bras de ma maman, euh, on ouvrait la porte et puis on demandait à ce qu'elle sorte. Et ma mère me racontait que euh, je disais à la personne qui venait me chercher, à cet agent qui venait me chercher, je disais arrêtez de faire ça, ma fille, elle va, elle va devenir folle comme ça si vous m'emmenez toutes les soirs. Elle a dit on va continuer jusqu'à ce que toi et ta fille vous deveniez folles toutes les deux. Donc tu es resté 2 mois avec ta maman en prison. Qu'est-ce qui a fait que tu l'aies quittée? Pourquoi t'avoir «libérée» entre guillemets au bout de ces 2 mois? Parce que ta mère, elle est restée à Oui, tout Évry. à fait. En fait, c'est après 2 mois d'interrogatoire, donc je pense que après que les agents ont vu que ma mère ne donnait pas d'informations ou quoi que ce soit, ce qu'ils attendaient en fait, elle a été de nouveau jugée et condamnée à une peine d'emprisonnement, de nouveau. Peut-être, je pense que c'était 5 ou 6 ans d'emprisonnement de nouveau. Et donc, c'est à ce moment-là que ma mère a demandé à contacter ma grand-mère pour qu'elle vienne me chercher parce que bon, elle était Mmh. condamnée à rester encore de longues années en prison et c'était pas du tout ma place. Donc, c'est à ce moment-là que je suis sortie de la prison pour reprendre ma vie entre guillemets normale. J'allais rentrer en CP. Ces 2 mois, c'est en prison, bon j'imagine était un choc pour toi. Est-ce que tu as réussi à tourner la page en tant qu'enfant et vivre ta vie d'enfant après Oui, ça? alors très souvent, quand on est enfant et qu'on subit ce genre de traumatisme, on se rend pas compte tout de suite. C'est plus tard. Moi, une fois que j'ai été à l'extérieur euh, et que j'avais ma mère qui était enfermée, c'est petit à petit que je me rendais compte que j'étais vraiment comment dire, j'étais traumatisée Mmh. parce que mes nuits étaient souvent trempées, où j'avais très peur d'être toute seule dans des pièces noires. Ça, j'ai compris plus tard que c'était parce que Mmh. je suis restée pendant toutes ces nuits où ma mère, elle a été emportée aux interrogatoires. J'étais restée toute seule dans cette Mmh. pièce Dans la sombre, cellule, oui. dans la cellule, et c'était toujours la nuit. Donc, Mmh. sur le coup, je n'avais jamais compris, ou je pleurais pas, ou je ne, si tu veux, je ne râlais pas. Mmh. Donc, en quelque sorte, j'essayais de comprendre ce qui nous arrivait et d'être logique étant toute petite fille. Mmh.
Donc, c'est plus tard que j'ai ressenti les séquelles. Voilà, quand dernièrement, je suis allée faire un IRM et je n'y arrivais pas parce que dans cette enfin, couloir Oui. sombre Sombre et fermé, oui. et fermé, je pouvais pas. J'ai appuyé tout de suite et je suis sortie Mm. de la machine. Mm. Donc, j'ai compris que ça a beaucoup joué sur le mental, Bien sûr. même sans le savoir. Comment, avec ta maman, vous avez réussi à, une fois libérée, à quitter l'Iran? Parce que vous avez réussi Oui, tout à à fait. quitter clandestinement le pays. Comment est-ce Oui. que ça s'est passé? Alors, comme je te disais tout à l'heure, ma mère, depuis le début de son combat, parce qu'elle menait un combat, hein, parce que quand on est arrêté, quand on est face à ce genre de vie, de challenge, on peut très bien baisser les bras et dire non, non, j'arrête, c'est trop dangereux, je vais faire une vie plus normale, comme tant d'autres. Mais ma mère, elle faisait partie de nombreuses personnes qui avaient choisi de combattre ce régime euh, de toutes ses forces, Oui, euh, au prix de leur vie. au prix Mm. de sa vie, au prix de payer le prix de sa famille, Bien sûr. de ne pas avoir une vie normale, de ne pas avoir son mari, de ne pas avoir son enfant. Donc elle était décidée, elle était convaincue que il fallait combattre ce régime parce que sans ça, rien n'allait changer et que le peuple iranien allait vivre pour une éternité Mm. Oui, cette oppression et donc voilà, cette dictature. un vrai sens du sacrifice. Tout à fait. Et donc, comme j'avais dit, elle voulait quitter absolument l'Iran, pas pour échapper, mais pour continuer sa lutte et son Oui. combat auprès de la résistance iranienne qui était basée à l'étranger. Et donc, une fois libérée, cette fois-ci, elle a pris plus de précautions, pas comme la dernière fois où elle avait parlé au téléphone de la maison pour pouvoir Oui, parce que vous étiez sous écoute. voilà, nous Mm. étions tout à Mm. fait sous écoute. Donc là, elle a pris ses précautions pour essayer de faire plus attention, à pas capter les attentions des agents du régime qui étaient partout, qui étaient là Mm. partout, qui nous surveillaient. Donc elle a commencé une vie un peu plus normale. Elle a cherché un travail. Euh, Pendant 1 an et demi, on a essayé de vivre entre guillemets normalement, comme tout Iranien. Et pour faire semblant que voilà, elle a décidé de faire sa vie et non Et de pas tourner la page finalement de la voilà, lutte. Mm. voilà. Et c'est là où un jour j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, j'étais en CM2 à ce moment-là. Elle m'a dit bon bah ce sont les vacances de Nowruz, le Le printemps nouvel an iranien. iranien. Mm. Elle m'a dit, on va aller au nord de l'Iran pour passer quelques jours de vacances avec notre famille. Donc, on a pris un taxi à 4 heures du matin avec un petit bagage pour aller au nord de l'Iran, à la mer Caspienne. Et c'est là où, dans la nuit, quand on traversait les autoroutes, j'ai commencé à comprendre que notre destination n'était finalement pas la mer Caspienne, mais la frontière turque. Et j'ai tout de suite compris. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai fait semblant de dormir et puis arrivé au premier air de repos, on allait prendre un petit déjeuner. J'ai dit, maman, tu sais, j'ai compris où on va. Et elle m'a fait un signe avec la main, comme quoi il faut rien dire, Oui. c'est secret. Personne ne devait le savoir. Et donc on est passé à la ville Urumie, c'est dans le nord ouest de l'Iran. C'est à la frontière. Donc puis on est resté quelques jours là-bas et finalement quand le temps était favorable, le climat et comment dire la météo et aussi il y avait aucun danger parce que cette zone-là était très occupée par les agents, les pastarans
dans ces zones-là, ils étaient là pour surveiller justement parce que tout le monde fuyait l'Iran par ces frontières-là. Et c'est à ce moment-là que bon, nous avons rejoint une nuit deux passeurs qui nous attendaient avec deux chevaux. Nous sommes arrivés, il faisait nuit et donc ils devaient nous emmener d'ici jusqu'en Turquie. D'accord. Et donc, nous avons quitté l'Iran à dos de cheval pendant... ça a duré à peu près 3 nuits. 3 nuits. En fait, nous étions sur les chevaux la nuit et le matin, on arrivait dans des maisons. On se reposait. Il fallait pas qu'on nous voie le jour. D'accord. Parce Donc dans des que, voilà, maisons de personnes de complices personnes qui vous de hébergent. confiance, Ouais. voilà, qui Mm. nous hébergeaient, qui nous donnaient à manger, on se reposait un petit peu Mm. et dès la tombée de la nuit, dès qu'il faisait assez sombre, on reprenait la route avec les chevaux. Ouais. Donc ça a duré quelques jours et puis finalement nous avons réussi à arriver en Turquie. Je me rappelle très bien que le moment où on a quitté cette zone dangereuse où il y avait tous les agents du régime euh, et qu'on a réussi finalement à se faufiler d'une manière très intelligente par des passeurs. Ma mère, qui était heureuse d'avoir pu sauver notre vie, en fait, en quelque sorte, et puis surtout d'avoir pu sauver ma vie, et puis d'avoir réussi à, à quitter l'Iran pour continuer son chemin. Elle a pris dans ses bras le monsieur qui avait un certain âge. Elle était tellement heureuse et cette scène a marqué mon esprit. Elle était tellement heureuse que Oui. elle a pris dans ses bras ce Oui. monsieur. Elle a remercié pour tout ce qu'il avait fait. Et donc, nous avons réussi à ensuite aller à Ankara et puis ensuite rejoindre la résistance iranienne à Ashraf. D'accord. Et toi, tu es arrivé en France par la suite. Tu avais donc 10 ans, c'est ça? Alors, par la suite, pendant un an à peu près, 10 mois, 10 mois, oui, pendant 10 mois, j'ai vécu en Irak. D'accord. Ensuite, Donc, c'était la... juste pour rappel, donc tu mentionnais Ashraf. Ashraf, c'était une cité à la frontière entre l'Iran et l'Irak où étaient situés donc les résistants de l'OMPI qui avaient constitué une armée de libération Voilà, sur le qui voulait sol, renverser le régime exactement, dans le but de de Khomeini. renverser le régime des Mollahs. Donc ok, donc tu es resté quelques mois dans cette cité et ensuite avec donc la guerre du Koweït, Du c'est Koweït, vrai, où, exactement. tous les enfants ont été transférés en lieu sûr, donc dans des pays occidentaux. Et donc toi, c'est à ce moment-là que tu as rejoint la France. Voilà, tout à fait. Je rejoins la France parce que mon père y résidait. En fait, mon père qui avait réussi à quitter l'Iran euh, juste après les exécutions de mes oncles. Euh, Ils ont réussi à quitter l'Iran, ils sont arrivés en France. Donc à ce moment-là, ma mère m'a envoyé donc chez mon père D'accord. à Paris pour euh, pour pour vivre ici en France. Donc tu as vécu, tu as grandi, tu as fait tes études en France. Aujourd'hui, tu es mère, tu es une citoyenne française désormais, tu as été naturalisée et tu es toujours engagée pour la cause de la liberté et la démocratie pour l'Iran. Tu aurais pu en fait choisir de vivre une vie paisible, laisser le passé que tu viens d'évoquer avec nous derrière toi, un passé difficile. Pourquoi ce choix que tu as fait de continuer le combat et de rester engagé finalement dans la lutte que menaient tes oncles, ta mère, pour soutenir l'opposition iranienne? Pourquoi avoir décidé de continuer ce combat? Alors, en fait, depuis mon enfance et depuis, je pense, notre enfance
depuis l'enfance de notre génération qui est née vraiment au moment de la Révolution, nous n'avons pas grandi comme d'autres enfants. Nous n'avons pas été bercés par des contes de fées. En fait, je me rappelle quand j'étais petite fille, ma tante me lisait les récits de la Révolution algérienne ou bien les histoires des femmes combattantes du Nicaragua où elle me racontait, où elle me lisait la vie des résistants français, les Français ont fait tomber la monarchie absolue lors de la Révolution. Donc, nous avons été élevés euh, avec l'idée que la liberté, c'est un droit, mais que pour ce droit, il y a toujours un prix à payer. Et j'avais vu le prix payé par ma mère ou toute ma famille ou d'autres familles des opposants au régime des Mollahs. Mais je, j'essaie à ce moment-là en France, je vis une vie tout à fait paisible. Comme tu l'as dit, je peux tourner la page et puis essayer de faire une vie normale pour mes enfants, pour ma famille. Mais je pense que je n'ai jamais réussi à fermer les yeux, à être indifférent envers ce qui se passe en Iran pour le peuple iranien et ce qui s'est passé pour moi et ma mère. Comment pouvais-je oublier ces nuits effrayantes dans cette cellule et lorsque ma mère était en train d'être torturée? Pas parce que elle a été torturée, parce qu'aujourd'hui même, d'autres femmes et d'autres hommes sont dans la même situation. Donc, je n'ai jamais finalement cessé d'être leur voix. Et c'est pourquoi je continue ce combat que je pense qu'il est juste, parce que voilà, je suis je n'ai jamais été indifférente face à l'injustice, face à ce qui se passe autour de moi et donc surtout pas à ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être la voix de tous ceux qui aujourd'hui attendent dans les couloirs de la mort parce que chaque visage, chaque personne a un récit derrière, a une famille, a des enfants, une mère, une père. Donc je peux tout à fait comprendre. Récemment, il y a Mehdi Hassani et Behrouz Hassani qui ont été exécutés. Lorsque j'entendais la voix de sa fille, de la fille de Mehdi Hassani, crier au secours, crier pour la vie de son papa. Donc, c'est- Ça ne peut pas te laisser indifférent, je ne c'est-à-dire que pouvais ça pas t'engage, rester oui. indifférente. Mm, Donc, j'avais le mm, devoir d'être sa voix et la voix de d'autres filles qui demandent justice pour leurs mm. parents actuellement. Malheureusement, il a été exécuté. Ça nous a bouleversés. Nous avons été tous meurtris. Enfin, ça nous a vraiment fait beaucoup de mal. Mais ce que eux, ils voulaient, c'est que nous continuions le combat. Nous continuions le combat et d'être la voix du peuple iranien. Et d'ailleurs, c'est précisément, si je ne me trompe, ce qu'a dit Mariam Hassani, donc la fille de Mehdi Hassani, qui a été exécuté fin juillet, comme tu le disais, donc militant de l'OMPI. Mariam Hassani a dit qu'elle s'engage à continuer le combat de son père, Exact, malgré toutes les exactement. pressions que sa famille et elle On ont subit. subies et continuent de subir aujourd'hui encore. C'est vrai. Ce que le régime iranien a toujours négligé, c'est que toutes ces familles des victimes, en les tuant, en les exécutant, ils ne sont pas anéantis. Mm. Au contraire, il y Oui, a d'autres personnes qui s'élèvent après chaque exécution, après chaque victime. Nous voyons que d'autres personnes, d'autres membres de la famille s'élèvent et donc on est multiplié en quelque oui. sorte. یک تن و صد تن نیستم
آخه من حتی دیگه من نیستم، سیل خشمم که دارم میکوبم. آره من اهل نشستن نیستم، آخه من یک تن و صد تن نیستم، آخه من حتی دیگه من نیستم، سیل خشمم که دارم میکوبم. آره من اهل نشستن نیستم، آره من اهل نشستن نیستم. Tu soutiens, Azadeh, le Conseil national de la résistance iranienne et l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Donc, on le disait, tes oncles qui ont été exécutés au début des années, enfin en 81, ainsi que ta maman, faisaient partie de cette organisation, de l'OMPI. Pourtant, on entend souvent, y compris récemment, suite à la guerre des 12 jours, qu'il n'existerait aucune alternative sérieuse, crédible au régime des mollahs. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Alors, bon, je pense que cette phrase, c'est une phrase qui est de la bouche du régime iranien, en quelque sorte, parce qu'il le dit, il le répète toujours. Il dit, de toute façon, vous, les Iraniens, vous devez nous supporter parce que il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'alternative. Donc ça, il le répète sans cesse pour que ça agisse sur les Iraniens. Mais moi, j'ai envie de dire que il existe une alternative parce que il y a eu plus de 47 ans de combat sans relâche. Combat sans relâche de personnes comme ma mère, comme d'autres, comme mes oncles, qui ont, qui avaient la volonté et qui ont pris la décision de renverser ce régime avec tous les sacrifices à payer pour leur engagement. Cette alternative existe et elle est bien organisée depuis maintenant 45 ans, depuis justement après cette manifestation de 1981. Toute l'opposition a dû quitter l'Iran pour pouvoir survivre et continuer le combat à l'étranger. Cette alternative a su s'organiser, se reconstruire, se développer depuis toutes ces années. Il n'est pas sorti de nulle part comme d'autres que nous voyons depuis quelques années, depuis 2, 3 ans après le mouvement le suite à la mort de mouvement, Mahsa Jina voilà, le Amini. mouvement de Femmes, Vie, Liberté, suite à la mort de Mahsa Jina Amini. Notre mouvement, notre organisation existe et il a payé le prix. Avec quoi? Avec plus de 120 000 personnes qui ont payé de leur vie, qui ont été exécutées. Donc, elle est là, elle est réelle et elle est existante. Ah, c'est pas Une invention de toutes pièces, c'est pas une invention. opportuniste. Elle existe. Il y a des personnes qui ont sacrifié leur vie. Il y a des personnes qui consacrent leur vie entière, comme le fait ma mère aujourd'hui, pour continuer son combat au sein de cette organisation. Donc, lorsqu'on a une organisation, une alternative qui a dans sa structure de telles personnes qui sont prêts à tout laisser, leur vie, leurs enfants, leur mari, une vie paisible, pour lutter contre une théocratie, en fait, une telle alternative qui est organisée avec des milliers de personnes dans cette structure, elle a l'expérience, elle a un but bien précis, elle travaille pour ça depuis toutes ces années, de l'expérience, un programme. Nous avons un programme en 10 points annoncé par Madame Mariam Rajavi, qui est la présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne. Donc, tout cela prouve que ce conseil est une réelle alternative
au régime des mollahs et non pas les alternatives que nous avons dit tout à l'heure qui sont sorties de nulle part du jour au lendemain. Une association, des personnes qui sont sorties et qui se sont revendiquées être des opposants au régime alors que jusqu'à quelque temps avant, ils allaient en Iran, ils faisaient des voyages en Iran, des allers-retours pour vous dire que les vrais opposants au régime ne peuvent pas aller en Iran Bien parce que sûr. leur vie est quand même Oui, euh, oui. Ils risqueraient l'arrestation et voilà l'exécution ouais, ils risquent. eux-mêmes et même leurs familles proches Et tout à d'ailleurs. fait. Oui. Mm, mm. D'ailleurs, toutes nos familles, je pense que tu en as aussi. Moi, ma famille, étant donné que je suis active en France et que je milite pour les droits humains et aux côtés notamment du Conseil national de la résistance iranienne, ma famille en Iran est persécutée. Donc très souvent, ils sont arrêtés, ils sont questionnés, ils sont maltraités parce que des Pour faire opposants, pression voilà, de parce que nouveau. moi, Mm. je suis très active à l'extérieur du pays. Donc pour dire que le régime iranien, en réalité, il donne lui-même l'adresse de son alternative en menaçant nos familles, en condamnant à mort les personnes qui sont au sein de l'OMPI à l'intérieur de l'Iran, qui sont en train de continuer le combat à travers des unités de résistance qui sont dans le pays. Donc, quand on voit des personnes qui sont condamnées à mort, on voit que ce sont la plupart des membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, desquels le régime iranien a très très peur. Donc, ce qui fait que, pour moi, quand on dit que il n'y a pas d'alternative, c'est vraiment un récit bien connu du régime iranien depuis toutes ces années et des personnes qui, à l'extérieur de l'Iran, essayent de mettre un petit peu d'obstacles au niveau du travail de l'organisation des Moudjahidines du peuple et du CNRI. Tu es aujourd'hui, Azadeh, secrétaire du comité parlementaire pour un Iran libre, donc le CPID, qui est un comité qui rassemble des parlementaires français engagés pour un Iran libre, démocratique, laïque et qui soutient l'alternative du Conseil national de la résistance iranienne. Ce comité bénéficie d'un large soutien en France avec dernièrement plus de 150 parlementaires qui ont signé une déclaration en faveur du plan en 10 points de Madame Mariam Rajavi que tu as évoqué. Pourtant, ce soutien suscite aussi de vives attaques de la part des réseaux liés au Mollah directement ou indirectement, mais aussi des partisans de l'ancienne dictature monarchique. Pourquoi est-ce que selon toi, on assiste à de telles attaques vis-à-vis du CPID? Comme tu l'as dit, le CPID a été créé en 2008 et il rassemble des députés, des sénateurs français de diverses tendances politiques et puis il mène des actions de sensibilisation pour promouvoir le respect des droits de l'homme en Iran et plaider pour l'instauration d'un régime démocratique. À savoir que le mot d'ordre de ce comité est ni Shah ni Mollah, parce que nous voulons aucune dictature, ni la monarchie, ni la théocratie. Les Iraniens ont renversé la dynastie de Pahlavi une fois en 1979, donc ils ne veulent pas un retour en arrière. Donc c'est pour ça que ce comité vraiment mise sur ce mot d'ordre pour qu'il n'y ait aucun quiproquo. C'est vraiment une démocratie, une république laïque que veulent les Iraniens pour l'Iran de demain. Tu disais que pourquoi des monarchistes essayent d'attaquer un petit peu notre comité, eh bien, parce que nous avons un bilan, parce qu'il y a énormément de parlementaires qui sont d'accord avec notre devise. En fait, ce que font ces gens-là, c'est que tout ce qu'ils font, ils servent les intérêts du régime iranien.
Parce que le régime iranien, il veut quoi? Il veut essayer de nous empêcher de travailler, l'alternative, de faire reconnaître la vraie alternative au monde entier. Donc, en s'attaquant aux membres du comité parlementaire pour un Iran démocratique, et puis de la même manière au CNRI, ces gens-là, ils aident le régime iranien dans son, Oui, dans la dans, diabolisation dans de la sa diabolisation. principale Exactement. opposition, qui est donc le CNRI, dont la composante principale est l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Donc en diabolisant, en attaquant ainsi le CPID et indirectement donc le CNRI, ils servent, comme tu le disais, les intérêts du régime Du des régime. mollahs. Exactement. Un grand merci Azadeh pour ton témoignage, d'avoir accepté de partager avec nous ton histoire, ton combat. À travers ton parcours, on comprend à quel point la lutte pour la liberté s'inscrit dans une vie entière, dans une filiation, dans ton cas, dans une continuité de plus de 40 ans de lutte et combat du peuple iranien, et combien ce combat reste actuel aujourd'hui pour celles et ceux qui en Iran continuent de risquer leur vie pour la liberté. Merci beaucoup Azadeh. Merci à toi.